Grégoire Gomme, bonjour Grégoire. Et bonjour Charline Rafidi, une catastrophe naturelle pour démarrer ce lundi. Le quartier Ndiaga Samba Bargny, emporté ainsi par l'avancée de la mer et plusieurs maisons qui sont donc englouties. L'eau de pluie donc a englouti les digues de protection, les sacs de sable et déversé ces eaux dans le quartier. Le ministre Cheikh Tidiane Dièye a été interpellé par les populations dans le désarroi. Et puis, semaine importante dans le secteur du transport. Un séminaire préparatoire s'ouvre ce lundi en prélude aux états généraux des transports publics. Une rencontre très attendue par les acteurs du transport suite aux dernières vagues d'accidents mortels survenus sur les routes. Le ministre du Transport a présidé la cérémonie d'ouverture ce matin. Et Malik Ndiaye, que vous entendrez dans cette édition. Et pour terminer de l'actualité sportive avec un week-end assez animé en football de la Coupe CAF en passant par la Ligue des Champions, bien sûr l'Europe, l'Afrique, les Sénégalais se sont illustrés. Le point en fin d'édition. Voilà pour l'essentiel des grandes lignes de ce journal. Nous passons à présent au développement. Et on commence donc avec cette catastrophe survenue ce matin au niveau de Bargny, au quartier Ndiaga Samba, plus précisément submergé par l'avancée des eaux de la mer. Plusieurs maisons ont été emportées par les courants marins. La situation est extrêmement grave. L'avancée de la mer a englouti les digues de protection, les sacs de sable et déversé ces eaux dans le quartier. Le secours Charline s'organise, mais les riverains ne savent plus à quel sens vouer. Bien sûr, les populations demandent l'urgence à la Sénélec de couper l'électricité pour des raisons de sécurité, décriant ainsi le non-respect des normes environnementales dans leur zone. Ces populations interpellent également au premier chef le président de la République et son ministre en charge de l'hydraulique et de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, afin que la population du quartier Ndiaga Samba soit secourue d'urgence. Et puis nous l'annoncions dans les titres semaines décisives dans le secteur du transport. En prélude aux états généraux du transport, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens a présidé ce matin un séminaire préparatoire. Et face aux nombreux participants issus du transport routier, des assurances ont été données. Ceci pour tenter de trouver des solutions aux maux qui gangrènent le secteur. Le voici. On a élargi au niveau des opérateurs du transport, des syndicats, des chauffeurs, entre autres, pour une démarche inclusive dans la préparation des états généraux. J'espère qu'il y aura en tout cas des échanges fructifiants, des échanges qui nous permettront de faire un diagnostic exhaustif du secteur ou des secteurs et ensuite apporter des débuts de solutions, ce qui pourra nous rendre beaucoup plus efficients, en tout cas lors des états généraux qui sont prévus d'ici fin septembre. L'histoire des accidents, ce n'est pas que le ministère des Transports, même si nous avons la tutelle technique en tout cas des transports, mais c'est un ensemble d'acteurs qui sont en train de travailler en toute collégialité pour en tout cas trouver des solutions. Et à l'occasion de ce séminaire préparatoire, les transporteurs, eux, se montrent optimistes. Le président du garage Torino de Kermassar et le président du mouvement Tarao Transport, bien sûr, croient à la possibilité de réussite de ces états généraux. Mamadou Kanté. Le transport public sénégalais roule vers un moment charnière de son histoire. Après les instructions du chef de l'État, le ministre de tutelle appuie sur l'accélérateur pour la tenue prochaine des états généraux du transport. Une initiative bien appréciée. C'est une bonne chose. D'ailleurs, je pense que c'est la première fois qu'un ministre du Transport faut y engager de telles concertations avec les acteurs pour la transformation du secteur. Après les acteurs étatiques du transport, le ministre sera en conclave pour 4 jours avec les acteurs issus du monde du transport pour tenter d'harmoniser les positions des uns et des autres avant le jour J. Oui, j'ai reçu l'appel du ministre et il nous a invités à ce séminaire pour discuter des états généraux à venir. De toute façon, tout ce qui sera dit doit être dans l'intérêt général du transport. Ces acteurs restent optimistes quant à la réussite de ces états généraux. Oui, nous sommes optimistes car je pense que les acteurs y sont bien représentés. Je pense que le ministre fait des efforts depuis son arrivée. Il fait des démarches que ses prédécesseurs n'ont pas fait. Mais ces discussions interviennent au moment où la route continue
de compter ses victimes. Il faut souvent prendre des mesures dissuasives car il y a ces chauffeurs qui sont intrus dans ce secteur. Un chauffeur qui ne sait même pas reconnaître ni les panneaux ni vérifier l'état de son véhicule ne doit pas conduire. Face aux mesures de prévention et aux nombreux appels à la prudence adressés aux usagers de la route qu'elles jugent inefficaces, les nouvelles autorités comptent sur ces états généraux pour remettre de l'ordre dans le trafic terrestre et aérien. Incident pour la réussite de ces états généraux, les chauffeurs ont formulé des suggestions à l'endroit de leur ministre de tutelle en vue de réussir le pari d'assainir le secteur qui, selon eux, souffre de plusieurs maux. Taximan, chauffeurs de bus, Tata et autres dénoncent la concurrence déloyale et les conditions de travail qui ne sont pas du tout conformes aux différentes législations. Au Marcham reportage. Les états généraux du transport débutent ce lundi. Mais la nouvelle ne semble pas parvenir à ces transporteurs. Nous, à la ligne 58, nous ne sommes pas au courant de cette activité. Ceci dit, ils sont nombreux à subir de plein fouet la dure réalité du secteur, de la concurrence déloyale aux conditions de travail piteuses, en passant par la mauvaise organisation, ils sont plus que sur le qui-vive. On travaille en moyenne 16 heures par jour, ce qui n'est pas conforme aux chartes. C'est très dur. Nous voulons qu'on nous mette dans les mêmes conditions que les travailleurs de Dakar Dem Dikk. Nous n'avons aucun avantage. Les applications de transport et les tchak-tchak nous ont presque envoyés au chômage technique. Si le secteur n'est pas régulé et que chacun fait ce qu'il veut, il y aura toujours des erreurs. Ils déplorent au passage leur non-implication dans les échanges menés dans le secteur d'activité. Pour eux, le ministre doit s'appesantir davantage sur ces points pour assainir le milieu. Les tarifs doivent être homologués, bien que les événements soient exceptionnels et demandent une tarification exceptionnelle. Le renouvellement du parc automobile est une des solutions envisageables, en plus d'alléger quelques mesures. Avec la recrudescence des accidents de circulation, la conduite des chauffeurs est remise en cause. Pourtant, la solution est toute simple pour amoindrir les catastrophes routières. Nous laissons nos enfants et nos parents à la maison quand nous empruntons les routes. Les accidents sont dus en grande partie à la défectuosité des routes. Nous l'avons souligné aux autorités, mais ils font la sourde oreille. Autre doléance qui leur tient à cœur, une communication appropriée venant d'El Malingay. Si j'avais un conseil à lui prodiguer, qu'il privilégie le dialogue au lieu de forcer la main. Dans le secteur du transport, toujours après la recrudescence d'accidents notés au Sénégal ces derniers jours, l'État a pris une batterie de mesures pour mettre un terme à ce fléau. Mesures qui viennent donc s'ajouter à celles d'ores et déjà prises en 2022 par l'ancien régime suite aux accidents meurtriers de Sakal et Sekilo Djenaba au Marceau. L'intensification des contrôles routiers en multipliant les points de contrôle et en renforçant les sanctions, des repos obligatoires imposés aux chauffeurs, des sanctions sévères allant jusqu'à l'emprisonnement ou retrait du permis de conduire aux contrevenants. Voici les mesures prises par l'État du Sénégal pour lutter contre la recrudescence des accidents routiers notés au Sénégal ces derniers jours. Dans un communiqué, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens annonce aussi qu'en cas d'accident mortel, des enquêtes systématiques seront menées pour établir la chaîne des responsabilités et tous les acteurs concernés seront tenus de rendre des comptes. Des mesures qui rappellent celles prises par l'ancien régime après les accidents mortels de Sikilo et de Sakal qui avaient coûté la vie à 64 personnes. D'importantes mesures avaient été prises après ces accidents tragiques. Parmi elles, il y a la création d'une structure chargée de contrôle routier, l'interdiction de circulation des véhicules de transport public de voyageurs sur les routes interurbaines entre 23h et 5h du matin,
La limitation de la durée d'exploitation à 10 ans pour les véhicules de transport de personnes et de 15 ans pour les véhicules de marchandises ou encore l'interdiction de l'importation des pneus usagés. En dépit de toutes ces mesures, les routes sénégalaises continuent toujours de faire des victimes. Entre mars et août 2024, 81 personnes sont mortes dans des accidents de la route, d'où la nécessité de s'interroger sur le suivi et l'application des mesures. Ont-elles vraiment un impact? Justement, les accidents donc, après celui survenu il y a quelques jours sur la route de Mbaké, le gouvernement a dépêché hier dimanche une forte délégation à Diourbel pour présenter ses condoléances et apporter son soutien moral et financier aux différentes familles des victimes. Accompagné du gouverneur de Diourbel Ibrahima Fall, du préfet et des chefs de service de son département, Maïmouna Dieye a délivré le message du chef de l'État et il a dans la foulée annoncé l'assistance en collaboration avec le ministère de la Santé pour ce qui est des soins médicaux et des interventions médicales, surtout pour l'appui psychologique. Sur notre registre à présent, l'intersyndicale des travailleurs du port autonome de Dakar a réitéré ses accusations contre la direction générale, des accusations que l'autorité portuaire avait pourtant réfutées. Et via un communiqué, bien sûr, ces syndicalistes confirment leur dire et invitent Waly Diouf Bodian à revenir à la raison par Bandagay. C'est un communiqué en réponse à celui de la direction générale du port autonome de Dakar qui a nié les graves accusations de mauvaise gestion portées à son encontre. L'intersyndicale persiste et signe. Il y a bel et bien conflit d'intérêts dans l'audit du fichier du personnel, ainsi qu'une violation du code des marchés publics et celle de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics. Des principes fondamentaux qui, pour l'organisation, ont été bafoués. Hormis ces faits supposés, l'intersyndicale dénonce son non-respect des droits des travailleurs, en violation des dispositions du code du travail. Une décision injuste et discriminatoire qui, aux yeux de ces travailleurs, ne fait qu'accentuer les tensions sociales au sein de l'entreprise. C'est pourquoi l'intersyndicale des travailleurs du port de Dakar appelle le directeur général Waly Diouf Bodian à la responsabilité et à une collaboration pour la gestion des ressources humaines qui n'est pas une affaire privée, mais bien une question d'intérêt général qui mérite transparence, dialogue et respect des règles. Ces syndicalistes continuent donc d'exiger l'arrêt immédiat de l'audit en cours, un audit selon eux entaché d'irrégularité afin de relancer un autre audit conforme aux règles et lois en vigueur. Ils réclament également la levée de la suspension des contrats à durée déterminée et le rétablissement de tous les impactés dans l'octroi. L'intersyndicale se dit indifférente à toute tentative d'intimidation. Très rapidement, prélude au Grand Magal de Touba, édition 2024, qui sera donc célébré le vendredi 23 août. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, est attendu ce lundi. Le chef de l'État sera ainsi reçu par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, dans sa résidence Izada Rumina. Notez que la garde présidentielle a déjà effectué ce samedi sa mission de reconnaissance. Nous y reviendrons. On termine à l'université à présent, avant le sport. Les anciens délégués de l'UCAD vers les années 80 et 2000 en assemblée générale, ils se sont donné rendez-vous à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour discuter des enjeux et des problèmes liés à l'aspect sécuritaire et autres domaines. Après la création d'un groupe WhatsApp en 2019, il s'agit aujourd'hui de procéder à la formation juridique de la plateforme, créer une entité juridique pour officialiser le groupe de ces anciens délégués. Autour de cette table, des anciens délégués des différentes facultés de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un cadre de retrouvailles, mais surtout de réflexion sur les enjeux du temple du savoir. Nous avons fait une contribution de 500 000 pour en tout cas venir en appoint à la construction de salles de classe. Nous avons aussi appuyé des malades. Nous avons aussi aidé des anciens délégués qui étaient dans des situations difficiles, mais aussi quand il s'agissait de décès, nous avons été toujours présents en présentant des condoléances à la famille. Et donc pour nous, il était important de formaliser tout cela. À l'issue de cette assemblée générale, s'en suivra la mise en place d'un nouveau bureau. L'objectif sera de renforcer les liens entre les anciens délégués, élaborer des stratégies communes et proposer des initiatives pour l'apaisement de l'espace universitaire. Ce que nous voulons, c'est que nous voulons que cette université, qui est la première université du Sénégal, qui nous a tous formés pour que nous puissions être ces cadres que nous sommes, que nous puissions apporter notre expérience pour qu'en termes, pas de négociation, mais en termes véritablement de discussion, que nous puissions en tout cas
parler avec les autorités, parler avec nos jeunes frères ou bien même nos enfants qui sont là pour que véritablement que l'université Cheikh Anta Diop puisse être pacifiée à jamais. Sur la question de la police universitaire, les délégués se veulent clairs. Les gens ont suscité cette problématique de la sécurité avec la police de l'université. L'un ou l'autre, tenant compte des franchises universitaires, je pense qu'on ne peut pas reculer. Mais nous devons tout faire pour quand même que l'espace universitaire puisse être pacifié. Cette assemblée générale constitue une étape cruciale pour la formalisation juridique de la plateforme des anciens délégués de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et puis en sport, à présent, l'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal a réussi son entrée en lice dans le tournoi de préqualification à la Coupe du Monde féminine FIBA 2026. Opposée à la Hongrie, les Lionnes, dirigées par leur nouvelle capitaine Yacine Diop, se sont imposées 63-61. Agressives dans le jeu, une défense assez solide, ces Lionnes ont réussi une bonne entrée en matière. Elles ont enregistré ainsi de bonnes notes dans tous les secteurs du jeu. Rappelons qu'au coup d'envoi de ce tournoi, la Hongrie était le favori du groupe C, encore appelé groupe de la mort. Elle est à la première place du ranking, le top 8 des équipes les mieux classées à Kigali. Avec cette première victoire, le Sénégal défait les pronostics et prend une bonne option. En plus de remporter son premier match dans l'histoire contre la Hongrie, les Lions joueront ainsi contre le Brésil ce mardi à 18h. Pendant ce temps, le week-end a été très animé en football, de la Coupe CAF à la Ligue des Champions. En passant par l'Europe, les Sénégalais se sont illustrés. Le Jaraaf de Dakar et le Teungueth FC, club sénégalais engagé en compétition africaine, sont donc revenus avec des résultats positifs du côté de l'Europe. Ismaël Sarr, Nicolas Jackson et Moussa Niakhaté ont connu des débuts assez compliqués avec leurs clubs respectifs. Le déplacement à Freetown était compliqué pour le Jaraaf.